vous et bienvenue pour les journées portes ouvertes, nouveau format du pôle de formation des professionnels de santé du CHU de Rennes. Malheureusement, vu les conditions sanitaires et le contexte, nous ne pouvions vous accueillir sur site, mais rassurez-vous, à tout problème, une solution. C'est donc Greg et moi-même qui allons vous accompagner durant toute cette demi-journée pour une visite globale du pôle et notamment des filières paramédicales proposées au sein de ce même pôle. Désolé, on ne s'est pas présenté. Vincent, formateur, responsable de la com. Excusez-moi. Ah, justement, c'est Greg. Oui, Greg, là, t'en es où, là? Parce qu'on va commencer. Coucou Vincent, je suis arrivé, je suis au métro. Tu me vois, là? Ah oui, effectivement, je te vois, là. J'arrive dans 2 minutes. Ok, ça marche. Bien écoutez, en attendant que Greg nous rejoigne, je vous propose d'écouter Marielle Boissard, directrice coordinatrice générale du pôle. Merci Vincent, merci Grégory. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Marielle Boissard. Je suis directrice des soins et notamment coordonnatrice générale du pôle de formation des professionnels de santé du CHU de Rennes. Tout d'abord, je vous remercie vivement pour l'intérêt que vous portez au PFPS et vous souhaite la bienvenue. Dans ce contexte sanitaire contraint, nous avons fait le choix d'organiser la journée portes ouvertes en format virtuel. Cette journée portes ouvertes virtuelle est le fruit de l'ensemble des professionnels du PFPS et aussi des étudiants et des élèves. Tous et toutes y ont mis tout leur talent afin de vous accueillir au plus près de la réalité. Cependant, rien ne remplace le contact humain. C'est la raison pour laquelle vous pourrez poser vos questions aux formateurs sur le chat durant la première heure de présentation du pôle. Vous pourrez ensuite poser vos questions en visioconférence via Google Meet la deuxième heure. Une visioconférence par filière vous est proposée. Ces visioconférences seront enregistrées et mises à disposition sur le YouTube du PFPS. À ce jour, notre PFPS forme chaque année près de 1200 étudiants et élèves pour 10 instituts et écoles de formation en sciences paramédicales et de maïeutique. Vous découvrirez en premier lieu l'Institut de formation des aides-soignants, l'Institut de formation des ambulanciers et le Centre de formation des assistants de régulation médicale. Ce dernier, qui a la particularité d'être le seul CEFARM breton, ancré dans une dynamique interrégionale, du fait d'un partenariat avec les CEFARM des CHU d'Angers et d'Orléans, ceci dans le cadre du groupement de coopération des hôpitaux universitaires du Grand Ouest. Ensuite, nous vous présenterons les formations de niveau licence avec l'Institut de formation en soins infirmiers et l'Institut de formation des manipulateurs en électroradiologie médicale. Une partie de la présentation sera consacrée à Parcoursup. En dernier lieu, vous découvrirez les formations de niveau master avec l'école des sages-femmes, l'école des infirmiers puériculteurs, l'école des infirmiers de bloc opératoire, l'école des infirmiers anesthésistes et l'Institut de formation des cadres de santé. Le PFPS est inscrit dans le groupement hospitalier de territoire Haute-Bretagne et travaille en partenariat avec les instituts du centre hospitalier de Fougères. Le PFPS propose entre autres un accompagnement pédagogique individualisé qui permet à chaque apprenant d'être acteur et auteur de son parcours de formation, de son entrée jusqu'à la diplomation. Il développe sans cesse des pédagogies innovantes grâce à une cellule pédago-technique fortement proactive, des équipements et des environnements porteurs d'apprentissage. Il offre aussi la possibilité de s'ouvrir à l'international puisque nous sommes labellisés Charte Erasmus et nous avons des partenariats hors Erasmus. L'équipe pluriprofessionnelle comprend 87 personnels.
Elle est composée de cadres supérieurs, responsables de filière ou en transversalité, de cadres de santé formateurs, de formateurs, de documentalistes, d'un développeur multimédia, d'un technicien simulation, d'assistants administratifs et d'une équipe hôtelière. L'ensemble de ces professionnels mutualise ses compétences pour répondre aux projets pédagogiques des instituts et aux projets professionnels de l'étudiant ou de l'élève. Les professionnels des filières de formation sont fédérés autour d'un projet stratégique commun fondé sur l'interprofessionnalité. Les orientations de notre projet qui guident nos actions pour les 4 prochaines années comprennent tout d'abord la qualité en formation avec un processus de certification qui est en cours. Puis, le développement du processus d'universitarisation pour les filières niveau licence et master avec l'Université de Rennes 1. Ensuite, le développement de la recherche en soins et en santé. Puis, le développement de partenariats avec les équipes cliniques pour la politique de stage et les projets à l'international. Ensuite, le renforcement des projets communs dans le cadre du GHT Haute-Bretagne. Et enfin, la consolidation de la démocratie étudiante et en santé, avec une participation plus marquée des apprenants et des patients à nos dispositifs de formation. C'est donc un pôle de formation dynamique qui aura plaisir à vous accueillir. Je vous invite maintenant à retrouver Vincent et Grégory et je vous souhaite une bonne découverte virtuelle du PFPS. Merci Marielle pour ce mot d'accueil et merci à Greg de nous avoir rejoints. Donc les conditions sanitaires nous obligent à nous adapter. Nous allons vous proposer un accompagnement durant cette demi-journée sur une découverte virtuelle du pôle dans lequel Greg et FX vont jouer le rôle de vidéo-reporter de terrain. Prêts à filmer les gars ? C'est parti. Eh bien c'est parti, en attendant on va vous laisser regarder le film du pôle. Apprendre. Empathie, Comprendre, prendre soin, Compétences. grandir, Accompagner. se construire, humanisme, Esprit d'équipe.
Apprendre à prendre soin ensemble. Donc vous avez pu voir le film institutionnel du pôle et constater qu'effectivement c'était un pôle en projet avec un enseignement de qualité qui utilise des méthodes pédagogiques très innovantes. Mais la priorité du pôle reste avant tout le bien-être des étudiants et leur accompagnement avec un seul et même objectif qui est leur réussite. Alors justement, on parlait des étudiants, il y a Gaël, le responsable de la cellule d'appui vie étudiant qui nous rejoint. Bonjour Gaël. Vincent. Viens t'installer dans le canapé. Ça me faisait plaisir quand tu parlais d'étudiants. Je pensais que tu parlais de moi, mais non, je suis un petit peu Si, trop on est vieux. tous un petit peu Bon. des étudiants dans l'âme. Donc Gaël, peux-tu nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette cellule d'appui vie étudiante et ce qu'est la vie étudiante au sein du pôle? Au sein du PFPS. Bah oui, je vais tâcher de faire ça en quelques mots. Alors la cellule d'appui vie étudiante elle a 3 objectifs principaux. Hein. Le premier, c'est d'essayer de promouvoir une réelle représentation de la vie étudiante adaptée et valorisante au niveau du PFPS, bien sûr, du pôle, mais aussi au niveau régional et aussi au niveau du territoire, si c'est possible. Le deuxième grand objectif, qui est assez dynamique et qui permet de valoriser vraiment le travail des étudiants, c'est l'accompagnement de projets. Et notamment, tu vois, tout à l'heure, je suis arrivé avec ce masque réutilisable. C'est un masque qui est issu d'un projet créé par la cellule d'appui vie étudiante et qui est à l'initiative des étudiants. Donc c'est un masque de catégorie 1 en tissu qui permet une bonne respirabilité, avec un objectif aussi de promouvoir l'écologie pour éviter le fait qu'on rejette des masques jetables tous les jours, etc., 2 fois par jour, même parce qu'il faut les changer tous les 4 heures. Donc c'est le type de projet que la cellule d'appui à la vie étudiante a pu proposer dernièrement. Et le troisième grand objectif, qui est plus sur la formation, sur les formations elles-mêmes, parce qu'il faut quand même qu'on parle plutôt d'étudiants-élèves, je trouve, parce que sur le pôle, on a des étudiants, mais également des élèves. Et donc, cet objectif, ce serait de les impliquer vraiment dans le dispositif de la formation, hein, et dans la vie institutionnelle en général. Donc, on travaille en ce moment sur des choses qui sont de l'ordre de la co-construction des séquences pédagogiques. Donc ce sont des concepts qui émergent, mais qui placent de plus en plus les étudiants et les élèves dans une position d'acteurs. Hein. Donc on essaye d'accompagner ça au mieux et de promouvoir ça au mieux. Donc voilà ce que je peux en dire brièvement. Eh bien merci beaucoup en tout cas Gaël, donc je te remercie. D'avoir pu présenter effectivement la vie étudiante qui est quand même l'essentiel du pôle. Sans étudiants, le pôle de formation ne peut pas fonctionner. Donc on va continuer justement en lien avec les étudiants à parler des stages. Donc Greg, je te passe le relais. Je crois que tu dois être avec Marie-Béatrice. Oui Vincent, donc du coup on se retrouve en fait au rez-de-chaussée, pas très loin de là où tu es, la bulle, endroit très important puisque vous avez la cafétéria qui est là-bas. Si vous voulez manger le midi, c'est très important, mais l'essentiel n'est pas là. On va retrouver Marie-Béatrice qui va nous présenter le fonctionnement des stages. Suivez-moi. Bonjour Marie-Béatrice. Bonjour Grégory. Du coup, tu es en train de préparer les lieux de stage peut-être, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, en tant que responsable des stages sur le pôle de formation, donc je dois m'assurer que les parcours de stage des étudiants soient équilibrés, correspondent à leurs projets et que les stages soient de qualité. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment faire pour avoir un lieu de stage ? Alors, déjà la politique au niveau du pôle, c'est que les stages sont trouvés, on va dire, par le pôle de formation. Cependant, lorsqu'un étudiant ou un élève a le souhait de réaliser un stage près de sa famille ou alors dans un service extrêmement particulier que nous n'avons pas sur notre territoire, il peut tout à fait ouvrir un stage et aller en stage dans ce lieu sous réserve que ce stage soit validé par la direction. Donc c'est le pôle qui cherche le stage ? Oui, tout à fait. D'accord. Alors pour nos territoires de stage, bien sûr, puisque nous sommes sur Rennes et rattachés au CHU de Rennes, on a la majorité de nos stages sont sur le CHU de Rennes. Cependant, nous faisons des stages, les étudiants et les élèves sont amenés à faire des stages sur tout Rennes, mais aussi sur tout le 35. Et puis sur certaines filières, ils ont aussi l'occasion d'aller faire des stages sur l'ensemble de la Bretagne.
D'accord. Donc, le territoire peut être extrêmement vaste. Ils peuvent aussi aller sur des départements limitrophes. Et comme je te le disais tout à l'heure, s'ils souhaitent réaliser un stage, par exemple, sur Bordeaux, et qu'ils ont une opportunité, ils peuvent ouvrir un stage dans une autre région, voire dans les DOM-TOM, s'ils en expriment le souhait. Nous avons quand même pour objectif de développer un partenariat pérenne sur tout le territoire, outre-mer, sur tout le territoire aussi de la France, et c'est ce qui fait que c'est vraiment un gros travail à faire pour que tous les étudiants puissent avoir une place de stage qui corresponde au mieux à son projet. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu souhaiterais appuyer aussi également pour donner un peu plus de précision? Alors, il y a aussi depuis un mois, on va dire, le pôle de formation a intégré le programme Erasmus. Donc c'est vrai qu'en ce moment, tous les stages à l'international, c'est un peu plus compliqué, mais de toute façon, c'est le projet de développer le stage à l'international. Donc dans le cadre du programme Erasmus, donc ça veut dire dans tous les pays de l'Union européenne, avec la possibilité pour les étudiants de bénéficier d'une bourse d'accompagnement à ces mobilités. Mais les étudiants ont aussi l'occasion de pouvoir faire des stages à l'international, hors Europe, à Madagascar, dans d'autres lieux de stage, en fonction de leur projet, en fonction du lieu de stage qu'ils vont trouver. Et puis, ils peuvent aussi bénéficier d'une aide par la région, financière par la région, pour partir à l'international. Alors pour être un petit peu plus pointilleux, pour donner des informations aux futurs étudiants qui souhaitent intégrer le pôle de formation, toi ici, quelles sont les questions que tu vas retrouver le plus souvent quand les étudiants viennent frapper à ta porte par exemple? Eh bien, le plus souvent, les étudiants me demandent, c'est beaucoup sur l'ouverture des stages. Est-ce que je peux ouvrir un stage en libéral, ou alors dans un EHPAD, ou alors dans un établissement près de ma famille, pour que je puisse rentrer, bénéficier d'un stage au plus près de ma famille. Donc évidemment, moi, la question qui se pose dans cette situation, c'est est-ce que le lieu de stage qu'ils veulent démarcher correspond, est en adéquation avec le parcours de stage qui, en fait, est défini dans le référentiel. Parce qu'on doit, respecter les textes, tout en permettant à l'étudiant de pouvoir construire son projet professionnel. Donc ça, c'est une des premières questions. Donc après, ça se travaille avec le formateur qui accompagne l'étudiant ou l'élève tout au long de sa formation. Et donc c'est un accord entre le formateur, l'étudiant et puis bien sûr moi qui ai une supervision de ses parcours de stage. Est-ce que tu as des informations supplémentaires à rajouter ? Écoute, je ne pense pas. C'est un travail qui demande que nous puissions beaucoup communiquer ensemble. Merci Marie-Béatrice. Vincent, je te rends l'antenne. Je suis attendu par Jean-Paul en simulation. Je me dépêche. Oui Greg, justement j'étais en train de lire un bouquin sur les stages. La transition est donc toute faite, mais au préalable, nous allons faire un focus sur l'innovation pédagogique au sein du pôle, et plus particulièrement une méthode basée sur l'apprentissage par la simulation. Greg, c'est à toi. Le centre de simulation, un endroit que je connais parfaitement puisque j'y travaille au quotidien en tant que technicien. On va retrouver Jean-Paul, le coordinateur du centre. Suivez-moi. Ok. Allez, on y va. Vincent, on est obligé d'attendre un peu. Il y a une séance de simulation en cours. C'est symétrique? J'arrive. C'est symétrique. Ah, Jean-Paul. C'est bon, Greg. Super, le scénario vient de se terminer. Parfait. On va pouvoir rentrer. Ok. Suivez-moi. Suivez-nous.
Alors Jean-Paul, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu où on se situe? Avec plaisir. Nous sommes ici dans une des salles du centre de simulation. Alors, elle est équipée ici pour un scénario d'anesthésie, d'où ce matériel un petit peu important. Et puis aussi de la présence de Paul, qui est un mannequin haute fidélité. Alors, on appelle mannequin haute fidélité parce que ce mannequin, il peut parler, il peut ouvrir les yeux, il peut fermer les yeux, il peut respirer, et on peut lui prendre son pouls, on peut entendre battre son cœur, on peut le perfuser, lui mettre une sonde vésicale. Il a vraiment de nombreuses qualités. Et il est disponible pour les 10 filières du pôle de formation. Alors c'est très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant en quoi ça consiste une séance de simulation? Moi je le sais, mais les personnes qui nous regardent aimeraient bien le savoir. Alors une séance de simulation, c'est quoi? C'est on crée une situation clinique au travers d'un scénario que l'on veut le plus proche possible de la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Et justement, les étudiants, ils peuvent aller jusqu'au bout de leur raisonnement, jusqu'au bout de leur action. Il n'y a aucune conséquence ni pour le patient, ni pour l'étudiant. Quand bien même il y aurait quelques errements ou erreurs, ce sera justement l'occasion d'y réfléchir tous ensemble, d'en discuter, afin de les éviter dans la vraie vie. Et cela permet d'acquérir des compétences. Exactement. C'est justement, alors ici, des compétences techniques pour faire face, par exemple, à des situations assez rares que l'étudiant ne rencontrera pas en stage. Je pense à une détresse respiratoire majeure, à un arrêt circulatoire ou même un simple malaise. Mais on peut aussi apprendre à communiquer, apprendre à acquérir des compétences relationnelles. Le nombre de scénarios est quasi infini. Ici, nous sommes dans un environnement technique, mais nous pouvons aussi faire des scénarios dans un environnement beaucoup moins technique et reproduire des chambres de patients adultes ou pédiatriques ou des chambres à domicile, par exemple. Je vous propose d'aller voir la deuxième salle de simulation. Venez avec moi. Quelle aventure! Nous sommes ici dans la deuxième salle de simulation qui représente une chambre à domicile. Parce que nous pouvons donc varier les scénarios et les décors et puis utiliser non plus mannequins mais des acteurs pour simuler les patients. Ces acteurs d'ailleurs sont parfois professionnels. Et puis donc il y a des décors nombreux, il y a du matériel mais il y a aussi des ressources humaines. Et dans chaque formation, il y a une équipe qui est formée à cette pédagogie de la simulation. Et puis Greg, il y a toi, bien évidemment, qui donne vie à Paul et puis qui est aussi capable de faire des décorations et des décors variables et dans une rapidité parfois impressionnante. Bah merci Jean-Paul, tu me gênes un peu, mais bon, on n'avait pas là pour parler de moi. Juste, tu peux nous décrire un petit peu comment se déroule une séance de simulation? Oui, bien sûr. En réalité, une séance de simulation, ça se déroule toujours en 3 temps. Un briefing, où on pose les bases du contrat pédagogique, fondé sur la bienveillance et la confidentialité, bien sûr. Ensuite, un deuxième temps qui est le scénario, où 2 ou 3 étudiants jouent leur rôle de futurs professionnels. Et puis un troisième temps, qui est le temps du débriefing, qui est un temps de réflexion partagée. Alors cette réflexion elle est partagée, mais elle est aussi individuelle et collective. C'est un temps d'échange. Et d'ailleurs, je vous propose d'aller voir une salle de débriefing où a lieu justement le débriefing. Parfait. Parce que les autres IAD sont en débrief juste à côté. Mon petit espace technique. Du coup, salle de débrief? Exactement. Vous voyez, donc à l'écran, il y a la reproduction de la scène que l'ensemble des étudiants peut observer. Et ici a lieu la discussion, le débriefing, ce temps de partage, de réflexion commune. C'est vraiment le moment, je dirais, le plus riche. Et on dit d'ailleurs que le scénario n'est que prétexte à ce temps d'échange.
C'est ici que l'étudiant il est confronté, ou il confronte ses connaissances à une réalité clinique, afin justement de pouvoir combiner ces connaissances et puis les construire, bien évidemment. Alors, le retour des étudiants, il est plutôt positif, et ils disent clairement que ce sont des moments pédagogiques privilégiés. Je confirme, Jean-Paul, pour y assister régulièrement. Il y a un truc qui est important en simulation, c'est tout ce qui se passe en simulation. Reste en simulation, oui. Bienveillance et confidentialité, c'est justement ce qui permet de se construire réellement et d'aller jusqu'au bout de ces réflexions en toute sérénité. L'objectif est de former des étudiants réflexifs qui sont capables d'interroger leur pratique tout au long de leur vie professionnelle. Voilà, Greg, ce que je voulais vous dire. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou les mythes pour les poser. À bientôt, au plaisir de vous revoir. Merci Jean-Paul. Vincent, à toi. Je profite d'arriver dans ce lieu si singulier qu'on appelle la bulle pour aller à la rencontre de Karine, l'une des 4 documentalistes du centre de documentation. Bonjour Karine. Bonjour Vincent. Alors Karine, première question que j'aurais envie de te poser, c'est pourquoi ce nom si original de la bulle? Ce petit nom, la bulle, a été choisi par les étudiants. Comme tu peux le constater, il y a différents espaces de travail fermés et arrondis. Derrière toi se trouve la salle informatique équipée de 21 ordinateurs. Cette salle est accessible à tout moment aux étudiants sur les horaires d'ouverture de la bulle, c'est-à-dire de 8h à 19h du lundi au jeudi et de 8h à 16h le vendredi. En ce moment, nos horaires sont restreints à cause de la crise sanitaire, mais nous espérons retrouver nos horaires habituels à la rentrée. À espérer. Je vois qu'il y a d'autres petits lieux aux alentours. Oui, en effet, on a 3 bulles de travail qui permettent d'accueillir les étudiants en petits groupes. Elles sont équipées d'un paperboard, d'un canapé et d'une switchball. Donc tout ce qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions. Et les canapés sont particulièrement appréciés. Oui, les canapés, je les ai testés, effectivement, ils sont très agréables. Donc au niveau des documents, qu'est-ce que vous proposez? Alors on a différents types de documents. Nous avons 40 revues spécialisées, dont 14 abonnements numériques. Donc l'étudiant les interroge à distance de chez lui, ce qui est bien pratique en période de crise sanitaire. Vous avez des livres, bien sûr. Oui, bien sûr, en santé, en soins infirmiers, psychologie, philosophie, etc. Nous proposons aussi un choix de romans, de témoignages, de DVD et de bandes dessinées. Comment a-t-on accès à votre fonds documentaire? Alors, notre fonds documentaire est consultable à distance sur le site internet du PFPS, sous l'onglet « Espace de ressources ». Ok, donc et comment les étudiants peuvent être au courant de ce qui arrive au centre de documentation? Alors, en début d'année, nous accueillons habituellement les nouvelles promotions pour expliquer le fonctionnement de la bulle, mais cette année, ça n'a pas pu se faire à cause de la crise sanitaire, encore une fois. Donc nous avons développé avec l'équipe technique une application réalité virtuelle que nous avons déposée sur Moodle, la plateforme d'apprentissage en ligne du PFPS. Et donc tout y est expliqué sur cette application. Bah, voilà. Merci Karine, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Alors à bientôt je l'espère, et sinon en attendant vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Bah, merci pour cette présentation. Alors, effectivement, on a vu que c'était riche en ressources diverses et surtout la qualité de l'équipe au niveau de l'accueil. Vous accueillez aussi bien des étudiants, élèves, mais aussi des professionnels du CHU. Oui, tout à fait, et on se fera un plaisir, mes 3 collègues documentalistes et moi-même, pour vous accueillir à l'accueil de la bulle. Eh bien, merci. Nous allons donc pouvoir continuer sur la présentation des filières initiales. Au préalable, je vous invite à rejoindre Greg pour la présentation des outils numériques à disposition au sein du pôle. À toi Greg. Effectivement Vincent, le PFPS est équipé d'un studio d'enregistrement avec un fond vert. On y retrouve Aurélie et Béatrice qui sont en train d'enregistrer une séquence pédagogique numérique. On va voir ce que ça donne. Bonjour Aurélie, bonjour Béatrice. Salut Greg.
Et on est justement en train de filmer une séquence pédagogique sur le fond vert. Bonjour à tous, Béatrice et Aurélie, formatrices sur le pôle de formation et plus particulièrement sur l'école aide-soignant. Nous faisons également partie de l'équipe technique. Nous accompagnons nos collègues sur les différents outils numériques et pour assurer la continuité pédagogique. Donc pour assurer cette fameuse continuité au vu du contexte, on a utilisé différents outils. On a pu faire des cours à distance avec justement un outil qui était le cours YouTube. Donc les gens sur leur téléphone ou sur leur ordinateur pouvaient voir les cours en direct. On a également pu faire des travaux dirigés, c'est-à-dire qu'on est en petits groupes avec un formateur qui peut interagir et puis échanger avec nous. Et on utilise également un super outil qu'on a, la plateforme Moodle. Donc sur ce Moodle, on a différentes possibilités. On peut créer des séquences pour qu'ils puissent consulter des articles que l'on a choisis au préalable selon les ressources, des vidéos, mais également faire des quiz qui sont des petits exercices par des questions pour de l'entraînement, et également un dépôt de dossier pour des exercices qu'ils auraient fait à la maison. On peut également utiliser cet outil pour faire des évaluations à distance et regarder justement ce qui a été acquis au niveau des compétences à la fin de la séquence. Il faut savoir que cet outil, cette plateforme Moodle est très appréciée de l'ensemble de nos étudiants. Et nous l'avons utilisé avant la crise sanitaire, on l'a utilisé pendant, elle nous a bien servi, mais on continuera de l'utiliser après, puisque ça permet d'apprendre de façon ludique, en évitant de tomber dans la routine. Voilà. On vous laisse nos collègues vous présenter la filière aide-soignant. À vous les collègues. Merci Béatrice et Aurélie. Effectivement, on va retrouver vos collègues Marie-Pierre et Anne-Marie qui sont en salle d'atelier clinique. Suivez-moi. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, première question que j'aurais envie de vous poser, c'est en quoi consiste le métier d'aide-soignant ? Alors, le métier d'aide-soignant consiste à prendre soin des personnes soignées sous la responsabilité de l'infirmière. L'objectif, c'est vraiment de préserver l'autonomie des personnes, les aider à la retrouver et les accompagner dans ce qu'on appelle les actes de la vie quotidienne. Sachant que c'est un métier en plein essor. Complètement, oui. Il y a de plus en plus besoin des aides-soignants. La crise avec la Covid-19 nous l'a bien montré. L'aide-soignant peut exercer dans beaucoup de domaines, en structure de soins, en court séjour, en long séjour, à domicile, auprès des personnes handicapées. Il y a beaucoup d'opportunités et puis les aides-soignants peuvent aussi évoluer ensuite. Certains font la double compétence pour travailler après auprès des enfants. Après avoir travaillé quelques années, ils peuvent aussi intégrer l'Institut de formation en soins infirmiers. Enfin, ils ont pas mal d'opportunités. Tout en étant aides-soignants, ils peuvent être correspondants en hygiène, faire de la socio-esthétique. Enfin, ils ont beaucoup d'opportunités. Donc on a bien vu quelles étaient les différentes perspectives. Maintenant, quelles sont les modalités de l'enseignement ? Alors, Marie-Pierre, si tu veux répondre. Oui, alors je prends le relais, Anne-Marie, merci à toi. Donc pour cette formation, c'est l'alternance vraiment des cours et des stages. Ça veut dire une partie 22 semaines de théorie, donc à l'Institut, et 22 semaines de stage. Donc le parcours de stage, les stages, c'est le pôle en fait qui trouve les stages dans différentes... C'est très polyvalent. Donc il y a l'hôpital, il y a de la médecine, de la chirurgie, des unités de psychiatrie aussi, comme Guillaume Régnier, le handicap, de la géronto, de la gériatrie, gérontopsie, du domicile, je regarde ma collègue, parce qu'il y en a tellement, vous voyez, la polyvalence, elle est tellement importante, la réanimation, enfin voilà. Donc il y a un vaste choix de stages avec un parcours vraiment de stage qui est vraiment pensé. Voilà, donc là, la formation aide-soignante, elle est maintenant sur 12 mois.
donc à partir de septembre. Au niveau de la théorie, donc les cours, il y a beaucoup de travaux dirigés. Il y a aussi des cours dits magistraux où il y a l'ensemble de la promotion. Les TD, donc travaux dirigés, se font en petits groupes. Donc voilà, on sait s'adapter et on attend des soignants qui s'adaptent et comme dit Anne-Marie, qui prennent soin globalement des résidents et des patients. Alors juste une petite précision, il y a combien de stages à peu près? Ils effectuent combien de stages sur une année? Alors il y a 3 stages là, de 5 semaines et un stage de 7 semaines. Ça, ce sera donc c'est le nouveau référentiel à partir de septembre. Ok. Alors sinon, quelles sont les modalités d'admission? Alors dans les modalités d'admission, c'est un dossier. Les préinscriptions sont à partir du 15 février, comme vous pouvez le trouver sur le site PFPS. Vous allez dans l'onglet IFAS, où là, tout est inscrit. Donc préinscription à partir du 15 février, où il y a un dossier qui est à télécharger. Ce dossier, les pièces vous seront mises sur le site à fournir. Il y a évidemment toujours une lettre de motivation, mais pas seulement. Donc je vous laisse découvrir ça sur le site. Et le dépôt des candidatures se fait jusqu'au 25 mai, où c'est la clôture des dossiers. Et donc après, voilà, il y a le choix qui se fait. Et puis début juillet, en principe, vous serez au courant si voilà, on a la joie de vous accueillir. Voilà. Merci pour cette présentation qui est relativement complète. Merci à vous. Est-ce que vous auriez un mot à rajouter? Alors vous avez le chat là qui est en cours, donc vous pouvez poser des questions et puis on vous attend avec joie sur le Google Meet. Voilà, on va pouvoir répondre à vos questions vu que cette année les JPO se font en virtuel parce que nous sommes un pôle moderne. Voilà. Donc effectivement un Google Meet qui est pour la filière, oui. Pour chaque filière. Donc merci à vous. Merci, à tout de suite. On va continuer sur les filières initiales et sur la filière ambulancière, on va retrouver Greg. Merci Vincent, on se retrouve de nouveau au centre de simulation où Christophe et Wilfried de la filière IFA, qui préparent les futurs ambulanciers, nous attendent. Ils sont en train de préparer un scénario. Je vous les présente. Wilfried, Christophe, bonjour messieurs. Bonjour. Ça va ? Vous êtes en train de préparer un environnement pour une séance de simulation, c'est ça? Oui, tout est fait. Donc actuellement, nos élèves sont en cours et justement, on prépare la séquence pédagogique suivante. Et donc, on est en train de préparer tout pour mettre en place pour pouvoir faire une séquence de simulation. Voilà. D'accord, donc la simulation, on l'avait déjà présentée auparavant avec Jean-Paul. Les gens commencent à se rendre compte un petit peu de ce qu'est l'environnement du centre de simulation. On voudrait, nous, avoir plus de détails sur qu'est-ce que la filière IFA et qu'est-ce qu'on y fait, comment ça se déroule. Voilà, décris-nous tout ça, Christophe. Donc, sur l'Institut de formation des ambulanciers, il y a actuellement 2 formations distinctes. Une formation qui dure 2 semaines, qui est la formation des auxiliaires ambulanciers. Donc, nous formons tous les ans 4 promotions de 25 élèves. Et en plus de cette formation, il y a bien sûr la formation au diplôme d'état d'ambulancier. Cette formation actuellement dure 4 mois et demi, mais à partir de septembre, il y aura un nouveau référentiel de formation et la formation sera beaucoup plus complète et passera de ce fait à 10 mois de formation. Super. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans les détails de ce qu'on y fait durant ces formations justement ? Alors la formation auxiliaire ambulancier, on fait quelques règles professionnelles, on fait quelques cours sur l'hygiène, sur la conduite, sur bien sûr les gestes d'urgence, sur la manutention, sur la communication, sur les transmissions. Finalement, ce sont les mêmes thématiques qui apparaissent dans la formation ambulancière, mais bien sûr beaucoup plus recherchées, beaucoup plus denses, beaucoup plus complètes. C'est vrai qu'on peut se baser actuellement que sur la formation qui est en cours, où il y a de nombreuses semaines de formation en regard des différents modules. Donc les différents modules que je me répète, communication, transmission, soins d'urgence, les cycles cliniques, la manutention. Mais je pense que cette formation qui va être revue en septembre va encore plus axer sur les thématiques qui sont énoncées. Et je pense qu'au cours de cette formation, il y a déjà
beaucoup de stages, 5 semaines de stages séparés en une semaine à chaque fois. Et je pense que sur la prochaine formation, nous aurons beaucoup plus de stages et surtout sur du temps beaucoup plus long pour que les élèves puissent vraiment s'inscrire dans une équipe soignante et pour pouvoir mieux comprendre, comment dirais-je, le fonctionnement d'une entreprise ambulancière ou d'un service de soins. Sacré programme. Juste un petit détail. Là, on est au centre de simulation. Je le sais parce que je travaille avec vous aussi sur cette partie-là. Qu'est-ce que tu peux décrire aussi en dehors du centre de simulation, ce qu'on fait également? Donc effectivement, les élèves bénéficient, puisque c'est un métier très pratique tout de même, ce sont des métiers très pratiques, soit auxiliaire ambulancier ou ambulancier. De ce fait, nos élèves ont certes des cours magistraux, mais finalement, la formation est surtout axée sur une formation de terrain. On veut des personnels soignants de terrain, et de ce fait, il y a beaucoup de travaux dirigés, beaucoup de travaux pratiques, beaucoup de simulations, et beaucoup d'exercices sur ambulance aussi, pour pouvoir que les gens soient vraiment performants lorsqu'ils sont en fin de formation, qu'ils sont diplômés. Parfait. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à toutes ces explications? Malheureusement, je ne peux pas trop donner d'informations sur l'évolution de la formation des diplômes d'état d'ambulancier, étant donné qu'à ce jour, nous avons très peu de retours sur comment va se constituer cette formation. Je pense qu'elle va continuer à reprendre les axes principaux de la formation actuelle, mais je pense qu'elle va être beaucoup plus dense, beaucoup plus fournie, et c'est vrai qu'on a très peu d'informations sur la répartition des modules, sur la durée horaire des modules, sur la durée horaire des stages. C'est vrai que c'est ça qui est un peu pénalisant, mais et pareil, nous n'avons pas toujours les conditions d'admission pour la formation. Est-ce qu'elles vont changer? Est-ce qu'elles ne vont pas changer? Je pense qu'il faudra regarder dans les semaines qui viennent le site du PFPS afin d'avoir plus d'informations, parce que bien sûr on ne manquera pas d'afficher, dès que nous aurons les informations, de les afficher sur le site du pôle de formation des professionnels de santé. Quoi qu'il arrive, c'est pas un métier qui est en perdition. Ah non du tout, c'est un métier avec d'énormes débouchés. Nos ambulanciers, nos élèves ambulanciers, à chaque fois qu'ils obtiennent le diplôme d'État, ils ont tous un travail en sortant de notre formation. Tous. Donc c'est vraiment un métier très intéressant et qui a beaucoup d'avenir. Merci Christophe pour toutes ces explications. Wilfried, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Donc les ambulanciers sont amenés à travailler avec un outil, donc il y a une fiche bilan. Avec cette fiche bilan, ils sont amenés à transmettre ces informations auprès des infirmiers d'accueil et d'orientation au niveau des urgences, donc qui font partie donc de ces professionnels qui sont amenés à côtoyer, et notamment aussi les assistants de régulation médicale, qui sont les opérateurs du centre 15 par qui tous les bilans passent et auxquels les ambulanciers sont amenés à transmettre leur bilan. Donc ils font partie des principaux professionnels de santé avec qui les ambulanciers doivent être en rapport assez proche au niveau des transmissions. Après, ils travaillent dans les services de soins, donc ils sont amenés à côtoyer bien sûr tout ce qui est les infirmiers, les aides-soignants, les cadres de santé aussi. Voilà. Merci Wilfried, merci à vous deux. La transition est parfaite parce que je crois que Vincent est avec Emmanuel au niveau du CEPHARM. Je te rends l'antenne. À tout à l'heure. Oui Greg, je me dirige vers les salles d'enseignement du CEPHARM, donc en RJ02 notamment, où je ne vais pas retrouver Emmanuel dans un premier temps, mais Géraldine qui est la responsable de la filière et qui est la coordinatrice du niveau 3 et 4. Bonjour Géraldine. Bonjour Vincent, bienvenue au CEPHARM. Merci. Donc le CEPHARM justement, c'est une école qui est ouverte depuis un an et demi il me semble. Donc pourrais-tu nous dire ce qui a motivé justement cette création de filière au sein du PFPS? Alors tu as raison, l'école elle est ouverte depuis janvier 2020. On est actuellement en cours de notre deuxième promotion, donc on avait ouvert exceptionnellement une promotion en janvier, une promotion en septembre, et puis ça y est, maintenant on ouvre à chaque fois en septembre. Alors ce qui a présidé à la décision de l'ouverture des CEPHARM, c'était, comme l'a dit Marielle précédemment, la volonté d'inscrire notre partenariat auprès des hôpitaux universitaires du Grand Ouest, donc avec Angers et Orléans. Le CHU de Rennes était l'établissement le plus évident en termes de positionnement, puisqu'il est référence à Musonal sur toute la Bretagne,
jusqu'au Val-de-Loire et au centre. Donc c'était une des premières raisons. La deuxième, c'est vrai que quand on a commencé à travailler au projet d'initiation du CEFARM, on avait aussi une volonté propre à la Bretagne de mettre en avant nos spécificités maritimes, le secours en mer, colorer un peu notre projet pédagogique autour de ces spécificités qui nous sont propres. Et c'est pour ça qu'on a passé aussi un partenariat avec Saint-Brieuc, avec Brest. On est en train d'étendre aussi un petit peu nos relations avec Le Havre, puisque eux aussi ont cette spécificité-là, pour permettre ensuite à nos futures armes de pouvoir, en termes d'employabilité, avoir cette compétence supplémentaire par rapport à d'autres CEFARM sur le territoire national. La dernière chose par rapport au CEFARM dont je souhaitais te parler, c'est que ce qui va finir d'ancrer le CEFARM au sein du pôle de formation, mais aussi au sein de l'établissement du CHU de Rennes, c'est que on connaît le métier d'armes, ça y est, on communique dessus. Je crois que les gens ont bien compris que quand ils avaient un appel à passer au SAMU, c'est ces personnes-là qui étaient au premier décroché. Aujourd'hui, on envisage, puisque le CHU de Rennes est SAS pilote, donc le service d'accès aux soins qui sera développé sur tout le territoire national à partir de 2022-2023. Dans la mesure où Rennes était pilote, il va s'agir de former des nouveaux opérateurs au téléphone, donc qui seront aux côtés de l'arme en salle de régulation, qu'on appelle des opérateurs de soins non programmés, qui eux seront sur toute la filière en réponse téléphonique à toutes les questions hors urgence, plutôt tournées vers la médecine libérale, la médecine générale, voire les spécialités, psychiatrie, urgence dentaire, etc. Voilà. Pour peut-être finaliser de prendre connaissance du CEFARM, le mieux c'est que je vous laisse avec Emmanuel qui vous expliquera le déroulement, l'admission, les contenus, etc. Eh bien, merci à toi Géraldine. Merci à vous. Et belle fin de journée. Merci. Donc effectivement, on va retrouver Emmanuel qui est le formateur référent du CEFARM dans une salle emblématique de l'enseignement du CEFARM justement. Bonjour Emmanuel. Bonjour Vincent. Et merci de nous recevoir. Donc on vient justement de rencontrer Géraldine Sanson qui est la responsable de la filière, donc qui nous a expliqué le positionnement du CEFARM au niveau régional et dans le contexte aussi général. Donc ce qui nous intéresserait maintenant, c'est de savoir un petit peu ce qu'est un assistant de régulation médicale et quelles sont ses missions. D'accord. Alors un assistant de régulation médicale, donc c'est une personne qui travaille dans un centre de réception et de régulation des appels au niveau du SAMU Centre 15. C'est le premier maillon de la chaîne de l'aide médicale d'urgence. Et donc, un ARM, il a pour mission de réceptionner les appels. Donc, quand vous téléphonez au 15, c'est la personne qui va vous accueillir au téléphone et qui va reprendre avec vous les éléments de l'appel, notamment avec les antécédents et la problématique. Et donc, il transmettra après tous ces éléments au médecin régulateur qui, lui, plus tard, prendra la décision au niveau des envois de moyens. Alors, il me semble que c'est une formation sur 10 mois. Peux-tu nous dire un petit peu quelles sont les modalités justement de cette formation? Alors en effet, cette formation, elle est sur 42 semaines, avec 21 semaines de stage et 21 semaines de théorie. Donc 21 semaines sur le CEFARM, avec plusieurs blocs de compétences, donc 4 notamment, sur les traitements de l'appel, sur les moyens opérationnels, sur les situations sanitaires exceptionnelles, entre autres. Et 21 semaines de stage avec un premier stage déjà des premiers mois de formation où les personnes vont aller sur un stage SAMU pour conforter ou non leur projet professionnel. Et ensuite, toute une partie stage découverte, observation sur 4 semaines dans différentes structures, type structures sanitaires ou médico-sociales. Et à la fin du parcours de formation, 16 semaines de stage métier au niveau des SAMU Centre 15 dans lequel le futur ARM pourra faire ses gammes. Alors les formes et outils pédagogiques que vous utilisez sont-ils les mêmes que les autres filières ou est-ce que vous avez des spécificités? Alors au niveau du CEFARM, nous utilisons comme les autres filières les cours magistraux, les TD, les temps d'intégration des connaissances. Et on a aussi cet outil que vous avez pu voir notamment avec Géraldine, qui est la salle de simulation, ce qui nous permet de travailler au plus près de la réalité, puisqu'on est équipé de 5 postes, équipés de Centaure, le logiciel utilisé par le SAMU de Rennes notamment. Et ça nous permet d'avoir justement un outil qui correspond à la réalité de leur futur boulot. Alors c'est très intéressant ce que tu peux nous décrire au niveau de ce métier-là. Alors justement, quelles sont les modalités d'inscription pour cette formation?
Alors, pour s'inscrire à cette formation, il y a des dépôts de dossiers, c'est-à-dire que vous avez votre dossier à retirer à partir du 22 février de cette année pour la prochaine session. Et vous pouvez aller sur le site du PFPS directement. Vous avez toutes les dates et toutes les consignes pour pouvoir vous inscrire pour la prochaine session. Eh bien, merci beaucoup. On peut rappeler qu'effectivement, il y a un chat depuis le début de la formation sur lequel il est possible de répondre à des questions en lien avec cette formation et qu'il y aura un Google Meet aussi qui sera ouvert juste après la présentation. Donc, je pense que c'est toi qui je assurera serai présent également sur ces temps d'échange. Bah, écoute, je te remercie. Merci je te souhaite une belle journée. Donc, bonne nous journée. en avons fini juste pour les filières de niveau 3-4. Nous allons continuer sur les filières universitaires et aborder aussi les modalités liées à l'universitarisation. Eh Vincent, en parlant d'universitarisation, je vais vous présenter Catherine Régnier et Manon, une étudiante, qui vont nous parler de Parcoursup et des modalités d'inscription. Suivez-moi. En salle de réunion. Bonjour Manon et Catherine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter Parcoursup? Alors oui, on a fait un diaporama de Parcoursup avec Manon pour vous expliquer comment remplir au mieux votre projet de formation motivée et la fiche à venir de Parcoursup. On parlera de Parcoursup, mais on parlera aussi dans Parcoursup des étudiants qui viennent du lycée, de terminale, des étudiants bacheliers, mais des gens qui sont en réorientation professionnelle. Donc vous avez le bac N+1 ou N+2, et puis de ceux qui n'ont pas forcément le bac, ou de ceux qui ont le bac, mais 3 ans de cotisation sociale et qui peuvent aussi intégrer les instituts en soins de formation infirmiers. Et moi, j'ai essayé de vous présenter ce que moi j'ai fait et comment mettre en avant son dossier sur Parcoursup. Alors dans cette présentation, dans ce diaporama, vous trouverez les différentes briques de Parcoursup qui vont vous être présentées, explicitées. On vous donne aussi des repérages en termes de coefficients que le groupement 2235, des IFSI 2235, a décidé de poser pour que, quand c'est essentiel en coefficient, eh bien, vous vous attardez un peu à bien renseigner ce dossier. Je vous invite vraiment à aller à la fin de cette présentation virtuelle du pôle de formation, cliquez sur le lien qui se trouvera tout en bas et regardez la présentation que nous avons fait avec Manon pour essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les modalités de sélection d'entrée en formation de soins infirmiers, Parcoursup ou autres. Et bien, à bientôt à tous. On vous espère présents pour 2021-2022. On espère aussi. Merci Catherine et Manon. Donc je vous rappelle qu'un lien donnant accès à l'ensemble des informations sera disponible dès aujourd'hui sur la rubrique ressources de cette même page Parcoursup. En attendant, un chat est ouvert depuis le début de la présentation et à la fin de cette même présentation, vous aurez accès à un Google Meet en lien avec chaque filière et aussi Parcoursup. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de rester dans la continuité universitaire avec la présentation des filières de grade licence et notamment en premier lieu la filière infirmière. Rejoignons Greg et Frédéric à l'IFSI. Alors tout à fait Vincent, donc du coup je rejoins Frédéric dans l'amphithéâtre Arvor qui va nous présenter la filière infirmière. C'est le responsable des IFSI. Suivez-moi. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors du coup, comme on a prévu, je te laisse le soin de présenter la filière IFSI, la filière infirmière. D'accord. Bon, ben merci. Donc, vous voulez devenir infirmier, eh bien, c'est un très bon choix. Comme vous le savez, vous devez passer par la plateforme Parcoursup pour vous inscrire, en donnant le maximum d'informations sur vous pour qu'on fasse une étude tout à fait pertinente de votre dossier d'inscription. Alors la formation infirmière dure 3 ans. Elle est divisée en 6 semestres, 50% d'enseignement théorique, 50% d'enseignement pratique, qui sont surtout représentés par des stages cliniques. Chaque stage clinique dure entre 5 à 10 semaines en fonction des semestres. Et il y a un stage par semestre.
Les stages sont très variés. Vous pouvez faire des stages en chirurgie, en médecine, en gérontologie, en psychiatrie, etc., etc. Il y a différentes typologies de stages et en fonction de votre parcours de stage, eh bien, les stages donc, varient d'un semestre à l'autre. Pour valider le diplôme d'état d'infirmière, il faut totaliser les 180 ECTS des 3 années de formation. Les ECTS, ce sont des crédits de formation qui sont obtenus par la validation et des stages et des unités d'enseignement théoriques. Le métier d'infirmier a été défini en 10 compétences professionnelles. Et ces compétences, vous les développerez tout au long de vos, construirez aussi, tout au long de vos 3 années de formation. Ici, à l'IFSI, donc du CHU de Rennes, chaque étudiant est accompagné tout au long de sa formation par un référent de suivi pédagogique qui est un des formateurs, qui le conseille et qui le guide tout au long donc, de ses études. Et en général, c'est très très bien apprécié, les étudiants sont très contents, c'est un petit peu aussi notre point fort. Alors vous voyez ici, nous sommes dans un amphithéâtre. Ici, au sein du pôle, nous avons 4 amphithéâtres pour accueillir les cours magistraux en temps normal, évidemment. Nous avons aussi de nombreuses salles de TD, de travaux dirigés, et nous avons aussi de nombreuses salles de travaux pratiques, ainsi que des salles de simulation où sont jouées et analysées en petits groupes des situations très professionnelles qui se rapprochent énormément de la réalité. Voilà. Donc dans cet institut, nous avons 22 formateurs, nous avons 4 assistantes pédagogiques, nous avons une responsable des stages, une équipe technique, un centre de ressources et de recherche où vous pouvez avoir des magazines, des ouvrages sur la médecine, sur les soins infirmiers, etc. Et nous avons aussi une équipe logistique. Et tout ça vous permettra de faire donc des études, devenir infirmier, dans de très bonnes conditions. Ici à l'IFSI, on organise aussi une pré-rentrée. À cette pré-rentrée, on finalise l'inscription de votre dossier administratif. Donc je vous dis d'ores et déjà, veillez à ce que votre dossier soit bien complet et que vos vaccinations soient à jour, surtout contre l'hépatite B, puisque c'est une obligation réglementaire. Et ça vous empêcherait de partir en stage si votre vaccination n'était vraiment pas complète et à jour. À cette pré-rentrée aussi, on vous explique l'ensemble des outils informatiques et des accès auxquels vous aurez droit pendant toute votre formation grâce à notre équipe technique. Alors, une fois diplômé, eh bien, vous pouvez travailler dans n'importe quel type de service. Ça, c'est très intéressant. Il y a de multiples types de services où il y a besoin d'infirmiers diplômés et compétents. Mais si vous le souhaitez aussi, vous pouvez faire 3 spécialités infirmières. Tout d'abord, il y a une spécialité en puériculture. Ensuite, il y a une spécialité en bloc opératoire. Et en plus, il y a une autre spécialité en anesthésie. On peut devenir donc infirmier anesthésiste. Il y a aussi une 4e spécialité qui est plus universitaire. C'est ce qu'on appelle les infirmières de pratique avancée, et c'est 2 années de plus au sein de l'université. Le métier d'infirmier, pour conclure, c'est un métier d'engagement, un métier à responsabilité, c'est pour ça que vous êtes formé pendant 3 années. C'est donc un métier exigeant, mais c'est aussi une formidable aventure humaine, avec des patients, avec des collègues, et tout ce travail en équipe permet bien sûr de répondre aux besoins de santé des patients que vous recevrez dans vos différents services. Donc venez faire vos études à l'IFSI du CHU de Rennes. Tous les formateurs et tous les collaborateurs vous y attendent. Bon bac pour ceux qui sont en terminale et à très bientôt, j'espère. C'est parfait, merci beaucoup Frédéric pour toutes ces explications qui sont très claires. Vous pouvez les retrouver sur Google Meet tout à l'heure à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à poser votre question aussi sur le forum. Vincent, je te rends l'antenne. Je crois que tu nous attends avec la filière IFMEM. À tout à l'heure Vincent. Oui Greg, nous allons donc continuer sur les filières initiales et notamment avec l'IFMEM, les manipulateurs radio. Et justement, je vois Sylvie, la responsable de l'IFMEM, qui nous rejoint. Bonjour Sylvie. Bonjour Vincent. Eh bien écoute, je t'invite à t'installer. Donc Sylvie, première question que j'ai envie de te poser, c'est en quoi consiste ce métier de manipulateur en électroradiologie médicale? J'ai réussi à le dire, hein, c'est particulier quand même. Alors en quoi ça consiste? Alors, le métier de manipulateur en électroradiologie médicale, c'est quelqu'un qui prend en charge des patients pour réaliser des examens, notamment en imagerie médicale, mais aussi en radiothérapie et en médecine nucléaire. Ok, est-ce qu'il y a des lieux d'exercice spécifiques? Alors, il y a plusieurs lieux. Le manipulateur peut travailler soit dans le public, à l'hôpital, soit dans le privé, en cabinet ou en clinique. Et sur différentes modalités, l'imagerie médicale standard ou le scanner, l'IRM, en électroradiologie, mais aussi en médecine nucléaire et en radiothérapie et en radiologie interventionnelle.
Alors justement, Sylvie, tu nous as parlé de modalités. Quelles sont les modalités de la formation? Alors, la formation, elle se déroule sur 3 années, donc, et en alternance en théorie et en pratique. Il y a 2100 heures de théorie et 2100 heures de pratique sur les 3 années. Ok, donc concrètement, au niveau des stages, comment ça se passe? Ce sont des stages de combien de temps? C'est en alternance avec quel nombre de semaines de cours? Alors, si on prend par exemple la première année, il y a sur le semestre 1, 6 semaines de stage et sur le semestre 2, 8 semaines de stage. Et le reste, ce sont des cours en théorie, soit en présentiel, soit en distanciel. Sinon, pour permettre l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles, quels sont les outils pédagogiques que vous utilisez et les formes pédagogiques aussi? Alors, on utilise soit les cours magistraux, alors, comme je disais tout à l'heure, en distanciel ou en présentiel, mais aussi les travaux pratiques et les travaux dirigés. Et notamment la mise en place, vu la situation sanitaire, des cours en distanciel a été très bénéfique pour les étudiants qui ont pu continuer à suivre la scolarité. Ok, justement, qui nous a été présenté par Aurélie et Béatrice tout à l'heure. Donc effectivement, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Concernant donc l'entrée dans cette formation, donc il y a certainement un protocole, une démarche à suivre. Quelle est-elle? Alors actuellement, c'est l'inscription sur Parcoursup pour les bacheliers et les non-bacheliers en dernière année en terminale. Il faut plutôt avoir un bac à orientation scientifique parce qu'il y a beaucoup de physique dans la formation qui est très centrée quand même sur la physique. Mais pas que non plus, hein. Physique, chimie, biologie, ça ce sont des matières que l'on regarde au cours des études des dossiers sur Parcoursup. Ok, donc la rentrée est prévue quand, la prochaine? En septembre 2021 et théoriquement le 1er septembre. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de dossiers à étudier sur Parcoursup et que vous faisiez partie de la prochaine rentrée avec nous, parmi nous. Bah, c'est tout ce qu'on souhaite aux futurs postulants en tout cas. Donc on rappelle qu'il y a un chat qui est mis à disposition depuis le début de l'ouverture des JPO et qu'il y a aussi un Google Meet qui va être assuré par des membres de la formation, de la filière, hein, c'est ça? Voilà, vous allez pouvoir retrouver 2 formateurs qui vont répondre à vos questions et avec lesquels vous pourrez discuter pendant cette journée. Et sinon, il y a le site du PFPS sur lequel on peut trouver toutes les informations inhérentes à la formation manipulateur radio. Voilà, tout à fait. Merci Sylvie. Merci Vincent. Belle journée à toi. À toi aussi. Nous allons donc continuer la présentation des filières initiales, mais au préalable, je vais donner la parole à Marielle qui va nous parler des filières master. Merci Vincent, bonjour à nouveau. Concernant les filières master, certaines sont accessibles en post-bac et ne nécessitent pas d'expérience professionnelle. Il s'agit des filières de sage-femme, puériculteur et infirmier de bloc opératoire. En revanche, il est nécessaire d'avoir 2 années minimum d'exercice en équivalent temps plein de la profession d'infirmier pour se présenter aux épreuves de sélection d'infirmières anesthésistes. Et il est nécessaire de justifier de 4 ans d'exercice effectif à temps plein en tant que professionnel soignant de la rééducation ou médico-technique pour la formation des cadres de santé. Notre projet de formation niveau master a pour objectif de renforcer les échanges entre les filières, mais aussi d'upgrader ces formations avec la reconnaissance du diplôme de master tout en intégrant les réingénieries de formation. En effet, la formation d'infirmier de bloc opératoire est en cours de refonte. Les formations d'infirmiers en puériculture et des cadres de santé devraient suivre. Je vous laisse commencer cette découverte des formations niveau master avec Grégory, qui est en compagnie de Françoise Tasson et d'Antoine Robin pour la filière des sages-femmes.
Merci Marielle. Effectivement, on se retrouve au 3e étage du PFS où nous allons à la rencontre de Françoise et Antoine, 2 formateurs sages-femmes. On va dans la salle de réanimation néonatale. Je vous laisse découvrir. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour Françoise. Françoise, je te laisse le soin de nous présenter un petit peu la filière, nous décrire un petit peu comment ça se passe. Oui, donc la filière sciences maïeutiques vise à l'obtention du diplôme d'état de sage-femme. Donc l'accès principal se fait par le portail d'accès spécifique de santé de l'université de Rennes 1. On accueille autant de filles que de garçons. En fait, la formation se divise en 2 cycles. Un premier cycle qui vise à l'obtention de la licence et puis le second cycle qui vise à l'obtention du grade de master. Donc en tout, 4 années se déroulent ici à l'école de sage-femme. Donc sur le premier cycle, je vais laisser la parole à Antoine qui va expliquer comment se déroule le premier cycle et puis j'aborderai le deuxième cycle ensuite. Donc moi je vais vous parler du cycle 1 du coup qui se compose de 2 années. Alors ce cycle 1 il est beaucoup plus théorique où on va apprendre vraiment les bases fondamentales à l'exercice de la profession. On va parler de la microbiologie, de la santé publique, enfin voilà plein de domaines, les différents organes également. Il y a une partie clinique avec des stages hospitaliers qui vont se faire dans différents services, alors pas forcément en maternité. Par contre en 2e année c'est vrai qu'on va axer ces stages un peu plus sur la maternité, aussi sur le libéral, la protection maternelle et infantile. Il y a également une partie de l'enseignement qui est pratique avec divers TP pour apprendre les gestes de base pour la prise en charge de la maman et du nouveau-né. L'objectif du coup principal de ce premier cycle c'est vraiment d'apprendre les bases de la physiologie. Puis dans un second cycle, il y aura d'autres acquisitions à voir, donc je vais laisser ma collègue vous expliquer ce second cycle. Alors on revient vers toi Françoise pour que tu nous parles du 2e cycle. Donc le 2e cycle, il y a une partie clinique et pratique qui est plus importante. Et puis sur la partie théorique, en fait, les enseignements sont plus axés sur la pathologie, donc la pathologie obstétricale, la pathologie pédiatrique, la pathologie gynécologique. Les enseignements sont réalisés par différents intervenants qui viennent du milieu libéral, du milieu hospitalier, du milieu universitaire. Ils sont tous experts dans leur domaine. Et puis il y a une grosse partie clinique et pratique, donc l'enseignement se fait aussi à l'école de sage-femme, notamment sur la réanimation néonatale. La confrontation sur le terrain au métier est permanente tout au long de la formation. Ça permet en fait de se plonger dans la réalité des exigences du métier et apporte aussi à l'étudiant la possibilité de construire progressivement ses apprentissages en étant accompagné par les professionnels. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'approche pédagogique s'il te plaît ? Alors il y a différentes approches pédagogiques. Il y a la pédagogie directe avec des cours magistraux standards. Et il y a une approche un peu plus interactive avec des travaux pratiques, des travaux dirigés. On a aussi beaucoup d'ateliers de simulation médicale pour mettre vraiment les étudiants en situation professionnelle. Il y a également des ateliers de raisonnement clinique qui permettent vraiment aux étudiants de tester leurs aptitudes à la prise en charge des patientes et de leurs nouveau-nés. En transversal, il y a aussi des bases sur la psychologie qui permettent vraiment une nouvelle fois d'englober une prise en charge complète de la mère, de son enfant et surtout de la parentalité. Le passage d'une année sur l'autre est conditionné par la réussite à différents examens semestriels qui sont à la fois théoriques et pratiques. Et alors sur ce point, sur les évaluations pratiques, la collaboration est étroite avec les maternités et puis les sages-femmes. Un mémoire de fin d'études est aussi intégré à la validation du diplôme. L'étudiant est vraiment partie prenante de son apprentissage et de son parcours, de la construction de son parcours de stage. Et puis l'école en fait reste à une dimension humaine, en fait, ce qui permet un accompagnement personnalisé tout au long du parcours. C'est parfait, merci Antoine, merci François. Je pense que là, vous avez toutes les explications qu'il faut pour intégrer l'école de sage-femme. Vincent, je te redonne la main parce que je crois que tu vas attaquer d'autres formations. À toi Vincent. Merci Greg. Nous avons donc fini la présentation des filières initiales. Nous allons passer maintenant aux filières de spécialisation et notamment aux IPDE, les infirmières puéricultrices. Nous allons retrouver Sylvie. Oui.
Sylvie, peux-tu nous dire ce que tu fais? Oui, bien sûr. Écoute, j'étais en train de finaliser la préparation d'un atelier clinique, tu vois, avec un prématuré dans son incubateur. Ça aide les étudiants à préparer leur départ en stage. Et puis, c'est vrai que on a la chance d'avoir du matériel pour pouvoir préparer et créer des environnements de soins au plus proche de la réalité. Et ça nous permet de créer notamment des scénarios pour la simulation en santé. On sait que c'est très puissant pour l'apprentissage. Et on peut créer comme ça des environnements en pédiatrie, mais aussi en PMI, protection maternelle et infantile, et même dans les établissements d'accueil du jeune enfant avec des bureaux de directrices ou de directrice adjointe, puisque ce sont un exercice que peut aussi être amené à mettre en œuvre la puéricultrice. Alors sinon, pour les formes pédagogiques, on aime bien varier les formes pédagogiques parce qu'on sait que pour développer les compétences, c'est le meilleur moyen. Donc on fait aussi des ateliers d'analyse de pratiques professionnelles pour encourager la réflexivité des étudiants. Donc ça, on fait plutôt ça par demi-groupe de 15 étudiants à leur retour de stage. On en fait un certain nombre dans l'année. Alors il y a bien sûr aussi des TD, des CM. Alors on a la chance aussi d'avoir une plateforme Moodle pour faire des activités en e-learning. Alors c'est vrai que sur notre formation, qui est une formation régionale, puisqu'on est la seule école de la région, ça intéresse bien les étudiants, puisqu'on a certains étudiants qui viennent de Brest, par exemple, et ça donne beaucoup de souplesse au dispositif. Voilà, donc sinon on fait aussi beaucoup de travaux de groupe. On met vraiment l'accent sur la conduite de projet, et puis on met aussi l'accent sur la recherche, puisqu'on vise maintenant une formation de niveau master avec l'intégration universitaire. Alors avant de parler de la recherche, parce que je pense qu'il y a des supports que tu vas nous présenter, au niveau des lieux d'exercice, quels sont-ils ? Alors la néonatologie, mais aussi la réanimation néonatale, réanimation pédiatrique, il y a les services d'urgence, les services de pédiatrie spécialisée, les soins de suite et de réadaptation. La puéricultrice, elle peut travailler aussi auprès de l'enfant en situation de handicap. Elle ne travaille pas seulement auprès du tout petit et du jeune enfant. La puéricultrice, elle travaille vraiment auprès de l'enfant de 0 à 16 ans, auprès de l'enfant, mais aussi auprès bien sûr de ses parents et de sa famille. Donc en extra-hospitalier, on peut aussi avoir des secteurs, comme je disais tout à l'heure, la PMI et puis la crèche en tant que directrice. Donc elle a aussi des fonctions managériales à laquelle on la prépare en formation. Ok, donc pour en revenir justement aux travaux de recherche, tu peux nous les présenter, nous dire ce qu'il en est exactement ? Alors oui, tout à fait. Vous voyez là-bas des posters qui sont issus de leurs travaux de mémoire. Donc des posters, ça peut être un support qui présente à leur soutenance. C'est vrai qu'on valorise vraiment l'activité recherche sur ce niveau de formation. On est dans la continuité, dans la poursuite de ce qu'ils ont pu faire en initiation en IFSI, en formation initiale. Et puis, alors ces travaux qui sont de bonne qualité peuvent même amener à des publications tous les ans et voire à des prix. Ok, alors maintenant, comment est-ce qu'on peut, quelle démarche on a à suivre pour pouvoir rentrer dans cette école d'infirmière puéricultrice ? Alors c'est un accès sur concours, il y a un écrit pour l'admissibilité et puis un oral. Alors vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site que je vous invite à consulter. Il y a 30 places par an, donc une seule école sur la région Bretagne, donc sur Rennes. C'est une formation qui est ouverte aux infirmiers et infirmières. Qui peuvent avoir de l'expérience de quelques années, mais ça s'adresse aussi, ils peuvent candidater en 3e année de formation infirmière. Et puis ça s'adresse également aux sages-femmes qui ont accès à la formation de puéricultrice, puériculteur, puisqu'on a aussi des hommes dans cette formation. Voilà, c'est une formation en 12 mois, formation en alternance, moitié enseignement théorique et moitié stage, au nombre de 5. La grande force de notre projet pédagogique, c'est de permettre aux étudiants de construire leur parcours de stage, puisqu'on tient compte des acquis antérieurs. Et les stages, ils peuvent les faire sur la région Bretagne, mais aussi en dehors, et voire à l'international. Donc il y a un temps d'échange qui est proposé juste à la fin de la présentation, donc un forum. Sinon, tu as renvoyé au site du PFPS aussi pour plus ample information. Préciser aussi qu'il y a un chat qui est à disposition depuis l'ouverture des JPO. Donc, est-ce que tu aurais un mot de conclusion J'ai envie de vous dire rendez-vous en septembre. Avec Michel, on sera ravis de vous accueillir.
Eh bien, ce sera avec plaisir. Sylvie, on te remercie. Merci à vous et puis bonne continuation, Vincent. Bon, Greg, je te passe le relais pour la continuité sur les filières de spécialisation et notamment avec les IBOD. Ok, merci Vincent. Du coup, on se retrouve devant l'amphithéâtre Armen où nous attendent les responsables pédagogiques de la filière IBOD, infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État. Je crois que Anne, Steven et Jeanne nous attendent. Ils viennent juste de finir leur visio, puisque cette salle est équipée de visio. On rentre. Effectivement, ils sont là. Bonjour Jeanne, bonjour Anne, bonjour Steven. Bonjour Greg. Donc on se retrouve dans l'amphi Armen. On est avec l'équipe IBOD, l'équipe pédagogique. Merci à eux d'être avec nous. Bonjour à tous les trois. Bonjour Greg. Donc on va pouvoir commencer par la présentation de la filière avec Jeanne. Eh bien Greg, l'équipe pédagogique de l'école IBOD se compose de 3 formateurs. Steven Parot, qui est donc IBOD formateur, Anne Vagneur, qui est cadre de santé IBOD formateur, et qui en plus, bénéficie pour l'école d'un DU d'hygiène, ce qui renforce, on va dire, une capacité au niveau apport, au sens même du, on va dire, pas du cœur métier, mais qui fait partie du cœur métier IBOD, dans la prévention du risque infectieux. Et de moi-même, donc Jeanne Descamps, qui suis cadre de santé IBOD formateur, en responsabilité pédagogique de la formation. Alors cette équipe, elle est chargée de mener à bien le projet pédagogique, qui lui-même est animé de valeurs d'honnêteté, de travail, de respect, et qui a pour mission de mettre au service de la formation les moyens nécessaires à l'atteinte de cet objectif. Cette équipe, elle sera également attentive au bien-être, à votre bien-être, élément indispensable à votre réussite. Steven, merci à toi. Je te laisse le soin de nous présenter l'objectif du projet pédagogique de la filière IBOD. Alors effectivement, Greg, la filière IBOD est animée par un projet pédagogique qui a pour objet principal de préparer les infirmiers et infirmières de bloc opératoire à leur exercice professionnel. Ce projet, il est construit sur une alternance de cours et de stages et propose des moyens d'apprentissage visant à acquérir des connaissances, des savoirs agir et des comportements adaptés à une prise en soin en équipe ajustée et sécurisée pour le patient. Il est également pour objectif de former des praticiens réflexifs, responsables et autonomes, des professionnels de santé capables de positionnement et de collaboration avec les autres acteurs de proximité et des infirmiers spécialisés contribuant à l'évolution du métier. Merci Steven. Anne, je te laisse le soin de présenter l'essence de la formation IBOD. Oui, la formation IBOD, c'est une formation qui est organisée dans une dynamique progressive et évolutive pour l'acquisition de compétences. Elle se caractérise par une recherche permanente de liens entre la théorie et la pratique. Et c'est une formation qui propose aussi un apprentissage à l'auto-évaluation, qui s'attache surtout à des principes de collaboration, de coordination entre les métiers, et avec une vraie volonté de créer des échanges et de la concertation. Elle développe aussi des travaux d'analyse de situations, des situations de travail vécues au cours des stages et des analyses de pratiques professionnelles. Merci Anne. Super, merci à vous. Maintenant, je rends l'antenne à Vincent. Il me semble que tu nous attends avec Jean-Yves de la filière IAD. Tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, Vincent ? À toi. Oui Greg, on va continuer sur les filières de spécialisation et justement je vais rejoindre Jean-Yves pour la filière IAD, les infirmiers anesthésistes. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Vincent. Pourrais-tu nous dire ce qu'est, en quoi consiste le métier d'infirmier anesthésiste ? Tu vois, j'étais en train de consulter la revue de référence des infirmiers anesthésistes, CIMAG, à l'instant. Alors on parle d'IAD, d'infirmiers anesthésistes diplômés d'État. Ce sont des professionnels qui vont délivrer des soins très spécifiques dans le domaine de l'anesthésie, de la réanimation, des soins d'urgence. Et si on prend le cas du bloc opératoire, par exemple, eh bien, ils vont mettre en œuvre une stratégie anesthésique qui va comporter des objectifs, des conditions de mise en œuvre de l'anesthésie. Tout ça sous la responsabilité exclusive d'un médecin anesthésiste. Donc on perçoit bien le côté très très technique, mais il y a des lieux d'exercice spécifiques aussi. Alors oui, il y a de nombreux lieux. L'exercice peut se faire soit dans le domaine privé, soit dans le domaine public. Les lieux d'exercice, par définition, le bloc opératoire, qui est un lieu
principal d'exercice, mais on va retrouver également les infirmiers anesthésistes dans d'autres environnements, celui du préhospitalier, de la réanimation, des protocoles d'évacuation sanitaire, dans des structures qui traitent l'évaluation de la douleur. Voilà, un panel de lieux d'exercice et même récemment des infirmiers anesthésistes qui sont sur des postes de recherche clinique. Donc c'est une formation qui se fait probablement en alternance, donc quelles sont les modalités justement de cette formation? Oui, c'est une formation qui est très ancrée sur l'apprentissage clinique au niveau des stages. Et d'ailleurs, les stages constituent la grande majorité du volume horaire. On a 2030 heures de stages sur le cursus de 24 mois. Des enseignements également théoriques, des TD, des TP pour 960 heures. Et puis aussi tout un volume horaire qui s'appelle travaux guidés personnels, qui font partie aussi du cursus de formation sur lesquels les étudiants sont accompagnés sur les travaux spécifiques. Donc je suppose aussi qu'il y a des contenus pédagogiques qui sont bien spécifiques aussi et des formes aussi pédagogiques adaptées? Effectivement, les contenus pédagogiques, ils sont depuis 2012 réalisés sur une maquette universitaire. Donc on fonctionne en semestre, on fonctionne en ECTS, on fonctionne également avec des unités d'enseignement en ce qui concerne ce dispositif de formation. Et puis pour le reste, eh bien, les modalités pédagogiques, on a la chance ici d'avoir un PFPS avec des outils pédagogiques qui sont très intéressants et on en profite aussi dans le cursus IAD, donc notamment le e-learning, de la simulation, qu'elle soit procédurale ou centrée sur le développement des compétences non techniques, de la classe inversée, des formations en module hybride. Voilà, on a un panel d'outils pédagogiques qui nous permet de diversifier les différentes propositions que l'on pourrait réaliser pour les étudiants infirmiers anesthésistes. Donc on va parler de quelque chose qui intéresse au premier lieu les futurs candidats, c'est quelle est la démarche à suivre pour pouvoir rentrer à l'école d'anesthésiste? D'infirmier anesthésiste, soyons précis, Vincent. Alors pour le coup, pour rentrer en formation d'étudiant, eh bien il faut d'abord avoir réalisé au moins 2 ans d'exercice infirmier, l'année où on présente le diplôme. Et puis il y a un concours qui se déroule en 2 parties, une première partie qui est constituée d'un écrit. Et pour les étudiants, les futurs étudiants et les professionnels qui obtiendront une note supérieure à la moyenne, eh bien, ils seront reçus pour un oral, pour une épreuve finalement d'admission dans le cursus de formation. Et ici, à Rennes, on a 25 places disponibles pour la rentrée 2021. Eh bien, je te remercie. Aurais-tu un mot de conclusion? Alors, un petit mot de conclusion, c'est que venez dans notre formation à Rennes. Nous avons la chance de pouvoir proposer dans le cursus également un DU douleur en parrainage avec la formation de la faculté de médecine. Et puis, il faut le préciser, la formation des infirmiers anesthésistes conduit à un diplôme d'État qui, lui, confère un grade master, comme les sages-femmes, les orthophonistes et plus récemment les IPA. Donc venez dans la formation IAD. En tout cas, ça donne envie. Je te remercie. Et on précise quand même qu'effectivement, il y a un chat qui est ouvert depuis le début des JPO. Absolument, un chat qui est ouvert. Vous aurez un professionnel de la formation IAD qui sera disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et puis, dans une deuxième partie, une activité Google Meet qui vous permettra d'être plus précisément renseigné et sur la possibilité de répondre à des questions un petit peu plus précises que vous auriez à nous poser tout au long de la journée. Et on peut rajouter aussi que sur le site du pôle de formation, il y a aussi toutes les informations inhérentes à la formation d'infirmier anesthésiste. Absolument, toutes les informations que je viens de vous donner et bien plus encore, bien plus détaillées, sont accessibles et notamment l'accessibilité au concours qui se fait directement sur ce site. Ben merci à toi Jean-Yves pour ce temps accordé et je te souhaite une belle journée. Merci, et à très bientôt. Je vais continuer ma lecture. On va donc continuer la présentation avec la dernière filière de spécialisation qui est l'école des cadres où Greg doit être avec Éric Desébédavy. C'est parfait, merci Vincent. Donc on termine notre tour d'horizon sur les filières master avec les cadres de santé. Je crois que Éric est dans notre studio d'enregistrement en train de préparer sa présentation. Effectivement. Bonjour Éric. Ah, bonjour Greg, ça va? Ouais, du coup tu nous attendais pour faire ta présentation? Je suis prêt, c'est quand tu veux. Écoute, c'est à toi de jouer. Eh ben écoute, on y va. C'est parti. C'est parti. C'est parti Greg, on y est. Eh ben c'est parfait Éric, tu vas pouvoir nous expliquer comment tu définirais le métier de cadre de santé et ses différentes fonctions.
Je vais te donner quelques mots-clés. Manager, organiser, gérer, planifier, dynamiser, animer, accompagner. Des mots qui reflètent bien la fonction du cadre de santé, et ce, au service de la qualité des soins et la qualité de la formation. Alors, à l'Institut de formation des cadres de santé du CHU de Rennes, nous allons participer à la formation de cadres de santé opérationnels, inscrits dans un collectif professionnel, en interaction avec leur environnement, dans une approche réflexive de leur pratique, avec des capacités d'adaptation, et dans une approche créative, innovante des situations qu'ils rencontrent. Alors, quels sont les différents lieux d'exercice pour pratiquer ? Eh bien, les cadres de santé peuvent travailler dans des établissements de santé, bien évidemment, les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, les centres de rééducation, mais aussi dans des instituts de formation, type institut de formation en soins infirmiers. Ils peuvent travailler soit dans le public, soit dans le privé. Très bien. Et quelles sont les spécificités de la formation cadre ? Alors, la particularité de la formation cadre à l'IFCS du CHU de Rennes, c'est notre partenariat avec le HESP, l'école des hautes études en santé publique, puisque nos étudiants vont pouvoir suivre un master, le master analyse et management des organisations de santé, appelé AMOS. En fait, la formation des cadres de santé, elle est en lien avec l'arrêté du 18 août 1995. C'est une formation qui dure 1 an, 42 semaines exactement, avec 1470 heures de formation réparties en théorie, 790 heures, et en stage, puisque les étudiants vont faire de 13 à 15 semaines de stage. Et bien évidemment, sur cette durée de formation, ils peuvent aussi bénéficier de 5 jours de congé. Alors c'est parfait tout ça Eric, mais chose importante, quels sont les différents contenus qui seront abordés au cours de cette formation ? Eh bien, dans la formation cadre, on a les modules du référentiel dont j'ai parlé tout à l'heure, de 1995. Donc il y a actuellement 6 modules, avec le module 1, initiation à la fonction de cadre, le module 2, santé publique, le module 3, analyse des pratiques et initiation à la recherche, le module 4, fonction d'encadrement, le module 5, fonction de formation, et le module 6 qui permet un approfondissement soit de la fonction managériale d'encadrement, soit les fonctions de formation. Et puis ceci est couplé aux différentes unités d'enseignement du Master AMOS. À titre d'exemple, quelques UE du Master AMOS. Économie politique de la santé, système de santé, droit, pilotage stratégique. Alors, c'est parfait, merci Eric. Alors justement, sous quelle forme pédagogique sont abordés ces différents contenus ? Eh bien, on aura soit du présentiel, soit du distanciel, avec des cours magistraux, format assez classique, mais qui n'est pas forcément celui qui est le plus présent, des travaux dirigés, du travail personnel guidé pour les étudiants, mais aussi du temps d'intégration nécessaire aux différents contenus. À titre d'exemple, on aura des activités d'analyse de pratique, on aura des séances de simulation et des contenus en numérique ou en e-learning. Ça, c'est un sacré programme. Et du coup, chose importante que tu vas pouvoir nous expliquer, les modalités de sélection. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer la filière IFCS, cadre de santé ? Alors, pour devenir cadre de santé, il y a déjà une condition, c'est être diplômé d'une filière paramédicale, infirmier, kiné, technicien de laboratoire, préparateur en pharmacie, et de justifier de 4 années d'exercice dans cette discipline. Ensuite, il y a une première épreuve d'admissibilité, qui consiste en une épreuve écrite de 4 heures. En règle générale, c'est un commentaire de texte. Puis ensuite, en fonction des résultats à cette admissibilité, une épreuve d'admission qui, chez nous, consiste en un dossier VAP, qui permet d'intégrer aussi le master AMOS dont j'ai parlé tout à l'heure, et un entretien oral avec notamment un cadre de supérieur de santé, un directeur éventuellement d'hôpital. Tout est très clair pour ma part. J'espère que pour vous aussi. Est-ce que tu as des précisions à rajouter ? Mais les précisions, Greg, nos candidats pourront les trouver soit sur notre site internet, soit en venant même nous rencontrer sur place quand les conditions le permettront. Mais toujours est-il qu'à la suite de cette présentation, eh bien, je vous retrouve sur un chat ou en visio pendant 1 heure. C'est parfait. Merci à Greg qui est derrière la caméra et Eric qui vient de nous présenter l'IFCS. Malheureusement, cette présentation touche à sa fin. Je vous invite à retrouver Marielle et une partie de l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette présentation. Merci beaucoup Vincent. Donc cette présentation touche à sa fin. Nous espérons bien sûr que cette présentation virtuelle vous aura permis d'éclairer, voire de conforter votre projet professionnel. Vous avez pu le constater, le pôle de formation des professionnels de santé du CHU de Rennes
se démarque par son dynamisme, son sens de l'innovation, sa diversité et sa créativité. Il est ainsi reconnu au sein de la politique régionale, au niveau formation professionnelle et au niveau de la formation universitaire. Donc un grand merci à tous, les élèves, les étudiants, les équipes qui ont grandement contribué à transformer cette journée portes ouvertes sur un mode virtuel. Et nous vous invitons bien sûr à continuer à communiquer avec nous via notamment les formulaires de contact par filière sur le site internet. Donc merci à tous et puis nous espérons vous accueillir en présentiel ici au plus vite.